Bien, chers amis, nous sommes à nouveau réunis pour une émission Faire École, c'est-à-dire un podcast réunissant pour une conversation un invité et votre député. Nous allons évidemment parler de l'état général du système éducatif avec monsieur Jean-Baptiste Noé, qui est un philosophe, un publiciste, qui s'intéresse beaucoup à la question scolaire, qui a écrit de nombreux ouvrages sur cette question-là. Le dernier en date, c'est « Que vivent les humanités ?» Mais vous êtes également rédacteur en chef de la revue Conflit, j'ai oublié, on en parlera, n'est-ce pas? Et j'ai donc le grand plaisir de l'accueillir aujourd'hui. Monsieur Noé, bienvenue. Merci. Dans ce bureau. Selon la tradition, je vais tout d'abord vous demander de bien vouloir vous présenter. Oui, d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. Moi, je suis d'abord et avant tout un professeur qui s'exprime de différentes manières dans mon métier, et notamment dans la revue Conflit que je dirige. Mais d'abord, je suis un professeur. J'ai fait un doctorat en histoire économique qui était consacré à l'entreprise Total. Et j'ai enseigné dans tous les niveaux, de la 6e jusqu'au master. Donc, j'ai été professeur au collège, 6e jusqu'à la 3e, au lycée. Aujourd'hui, je suis en licence. Je suis professeur d'économie en licence à Lyon et à Angers. Et j'ai également, en 2010 maintenant, cofondé et co-dirigé un lycée qui est dans les Hauts-de-Seine, qui existe toujours. Et donc, j'ai cette double casquette à la fois de professeur, de chef d'établissement. Et comme je suis beaucoup intéressé aux questions éducatives, j'ai aussi beaucoup lu sur le sujet des rapports administratifs de l'éducation nationale qui sont très bien faits, qui sont un peu ardus, mais quand on comprend comment ils fonctionnent, c'est une mine d'informations très précieuses. Ça m'a permis de faire un livre en 2017 qui s'appelait « Rebâtir l'école ». Et j'ai aussi... Alors, l'établissement dans lequel j'étais était dans un groupe d'établissements européens. Donc, ça me permettait d'avoir tous les ans des colloques sur les questions pédagogiques en Europe. Alors, on allait au Portugal, en Pologne, en Angleterre. C'était passionnant parce qu'on rencontrait des chefs d'établissement d'autres pays européens. Et donc, ça me permettait de confronter ce que nous, on faisait en France et ce qu'on faisait en Europe. Ce qui me paraît tout à fait normal. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais quasiment un des rares chefs d'établissement à le faire, ce qui est pour moi quelque chose de très grave. Ce qui veut dire que mon point de vue est d'abord centré... Enfin, ma vision de l'école, c'est que d'abord, ce qui prime, c'est l'intérêt des élèves, c'est-à-dire qu'ils réussissent. Et c'est également une vision de puissance. C'est-à-dire que l'école, ça doit former des élèves, évidemment, enfin des êtres humains, mais que ça a aussi une finalité pour la puissance française. Alors, je réponds aussi à une question, parce qu'en France, on est dans une guerre scolaire, je trouve complètement stupide, où on oppose public et privé. Moi, j'avais toute ma scolarité dans le privé, pour une raison simple, c'est que mes parents m'avaient mis là parce que c'était là où il y avait études jusqu'à 18h. Et donc, comme ils rentraient tard le soir, c'était plus pratique pour eux, alors que dans le public, c'était jusqu'à 16h. Voilà, c'était la raison pour laquelle j'étais là. J'étais professeur dans ce qu'on appelle le privé. Mais cette opposition, cette guerre scolaire me paraît complètement stérile. Pour moi, elle est indispensable à dépasser. Pourquoi ? Parce que quand vous allez voir un médecin, vous ne demandez pas s'il était à l'école privée ou à l'école publique. Quand vous allez voir un boulanger, vous ne demandez pas dans quelle école il était. Vous voulez qu'il vous fasse un bon pain, que le dentiste vous soigne bien. Donc, l'essentiel pour moi, ce n'est pas l'école publique ou l'école privée, c'est que les gens soient bien formés, que les élèves soient bien formés, que les professeurs soient heureux, peu m'importe qu'ils soient dans le public ou dans le privé, parce qu'à la fin, ça concourt au bien-être et au bonheur des personnes, et à la puissance française. Et c'est la seule chose qui compte. Tout à fait. Très très bien, merci. Nous sommes tout à fait d'accord déjà sur beaucoup de ces points. Nous évoquerons la question précisément de la guerre scolaire, et puis de la tripartition, puisqu'en fait on a un système public, un système diocésain qui fait 2 millions d'élèves, 20% de la masse salariale, etc. Et un système d'écoles indépendantes, libre hors contrat, n'est-ce pas ? Je suis allé le week-end dernier au salon de la liberté scolaire, où j'ai vu des établissements hors contrat extrêmement créatifs, très intéressants. Si vous me permettez juste une question terminologie, alors, j'étais moi-même dans l'établissement qu'on appelle hors contrat. Alors, le collège était sous contrat, le lycée était hors contrat. En fait, je n'aime pas beaucoup l'expression hors contrat, parce que nous avons un contrat qui est avec les parents. Mais oui, bien sûr. Et c'est ce qui est le plus important. Donc, j'ai toujours, d'abord, on a forcément un contrat avec l'État, parce qu'il nous faut une autorisation étatique pour ouvrir. Parfaitement. Et il peut la retirer du jour au lendemain. Exact. Donc, il faut qu'on ait des bons professeurs et qu'on respecte vraiment toutes les normes
sécurité sanitaire, et nous avons un contrat qui est le plus important, qui est avec les parents et avec les élèves. Pour ça, on peut préférer l'expression enseignement indépendant. C'est ça, indépendant, voilà, indépendant, oui, exactement. Libre ou indépendant. Exactement. Oui, tout à fait d'accord. Donc nous y reviendrons parce qu'évidemment, dans une vision que nous pourrons brosser de l'évolution future du système éducatif, il va falloir effectivement, comme vous le disiez, cesser d'opposer les systèmes les uns aux autres et plutôt essayer de faire masse et puis surtout comment dirais-je, susciter l'émulation et l'échange d'expériences au bénéfice unique des élèves. Mais si vous voulez, commençons par la question de la puissance. Moi, ça m'intéresse parce que je suis germaniste à l'origine et que je me suis toujours intéressé à ce qui avait fait la puissance de l'Allemagne wilhelminienne et puis ensuite du Troisième Reich par rapport à nous, y compris sous l'angle de l'excellence universitaire, notamment, et scolaire. Et donc, je voudrais qu'on puisse développer un peu ça. Moi, j'ai le sentiment, sincèrement, que nous sommes en train de nous affaiblir parce que le système éducatif s'effondre depuis plusieurs décennies, que maintenant nous commençons à avoir des élites qui ne sont plus au niveau, je pense, au niveau culturel. Je veux dire, elles sont incultes, ou elles n'ont pas de culture générale, ou cette culture est très lacunaire, on les voit tous les jours à l'Assemblée nationale, hélas. Et que ceci va devenir un problème stratégique pour nous face à des élites chinoises, russes, musulmanes et américaines qui, elles, savent très bien d'où elles viennent et où elles vont. Et donc, je voudrais qu'on puisse développer un peu ça. Qu'est-ce qui explique, selon vous, le rapport entre puissance, donc puissance, liberté, indépendance pour nous, et état du système éducatif ? Il est fondamental parce qu'un pays ne peut être puissant que s'il a une population qui est bien formée. Oui. Donc il faut des personnes qui innovent. Louis Pasteur, il n'est pas né de nulle part. Oui. Les frères Montgolfier, c'est le début de l'aviation, ils ne viennent pas de nulle part non plus. Je pourrais multiplier les Peugeot, Renault, etc. Donc il nous faut des gens qui soient bien formés, qui vont pouvoir innover. Et ça commence par l'école. Alors, c'est extrêmement basique à dire, mais il faut en revenir là. C'est-à-dire que si on a des enfants les enfants qui aujourd'hui sont analphabètes, parce qu'ils ne savent ni lire ni écrire, ne seront pas les ingénieurs de demain. C'est clair. Ne seront pas les Elon Musk ou les Bill Gates de demain. Donc, la puissance commence à l'école maternelle. Oui, tout à fait. Et la puissance, c'est les personnes que l'on voit. Donc les grands chefs d'entreprise, Bernard Arnault, d'autres. Mais la puissance, c'est aussi avoir un état sanitaire qui fonctionne. C'est aussi avoir des agriculteurs qui sont très performants dans leur domaine, de pouvoir manger. Donc c'est à tous les niveaux. Et là aussi, souvent en France, on va opposer l'élite à des métiers peut-être moins bien vus, qu'on estime comme secondaires. Non, la puissance est un tout. Qui suis professeur à Angers, je prends le train, je vois ces merveilleux paysages des bords de Loire. C'est l'expression de la puissance. Bien sûr. La puissance vigneronne, la puissance agricole, etc. Donc ça se fait à tous les niveaux. Et l'école, évidemment, ce qu'il y a de premier. Un peuple analphabète n'est pas un peu plus puissant. Parfaitement, vous avez raison, c'est certain. En tout cas, donc, on peut se faire du souci. Politiquement, nous sommes inquiets de la pente sur laquelle nous sommes engagés, qui est une pente descendante. Notre ambition politique est évidemment de remonter la pente, d'arrêter le déclin et d'inverser la tendance, de manière à ce que nous redevenions un pays puissant par la qualité de ses citoyens. Il y a des exemples, en effet. Tout à l'heure, j'évoquais la Chine, mais on peut regarder un État beaucoup plus modeste par ses dimensions. Prenons Israël. Israël, où se concentre d'abord qui a un très bon système éducatif, qui a un très bon système universitaire et qui a une recherche. C'est impressionnant. Impressionnant. Je crois que plus de 6% ou 7% du PIB passe à la recherche. Nous, c'est 2,2. Donc, et depuis 10 ans en plus chez nous, malgré les objectifs fixés par l'Europe. Donc, on voit bien où se trouve l'indépendance, la puissance et la capacité à survivre, y compris dans un environnement foncièrement hostile. Et donc, pour nous, cette question se pose parce que le monde va devenir très hostile, étant donné le retour du choc des civilisations, comme dirait Huntington. Bon, d'accord. Très bien. Alors, maintenant, rentrons un peu dans le vif du sujet. Quelle est votre explication, ou quelles sont les explications que vous pourriez donner au déclin du système éducatif français, qui fut, il y a 50 ans, l'un des meilleurs du monde? Oui, alors, il y en a plusieurs. Le premier qui me paraît important, c'est... Personnellement, je ne suis pas nostalgique. Donc, ma vision de l'école, ce n'est pas un retour au passé. Ce n'est pas un retour à Jules Ferry, qui est en plus un retour, pour moi, mythifié. C'est-à-dire que le système éducatif, dans les années 50-60, avait plusieurs problèmes. Alors, il formait très bien l'élite,
mais ils ne formaient pas, si on peut dire, la masse. Et c'était un vrai sujet. Et je pense par exemple que le collège unique était une mauvaise réponse à un vrai problème. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à former une masse critique de personnes. C'est ça, mon père, par exemple, n'a pas le bac, il est né en 1949. Ça posait un problème que dans les 70, il n'y ait pas davantage de personnes qui soient formées davantage dans un monde industriel. Donc, c'est pour ça que je ne vois pas le déclin actuel. Enfin, plutôt, la solution de déclin actuel n'est pas un retour au passé. Il faut penser à autre chose. Après, les sources, elles sont multiples. Et pour moi, la source principale, c'est l'absence de liberté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le système éducatif est un système déshumanisant pour les professeurs. On a des personnes qui font beaucoup d'études, qui passent des concours exigeants, qui ont un métier essentiel qui est de former la jeunesse, et on les considère comme des enfants, voire même comme des pions. Ce sont des pions. C'est-à-dire qu'on leur retire toute liberté. On considère qu'ils ne savent pas faire leur métier, qu'ils ne savent pas comment gérer une classe, qu'ils ne savent pas comment adapter les programmes et les méthodes pédagogiques. Et donc on leur dit, vous avez passé le CAPES, vous avez passé l'agrégation, mais en fait, vous êtes des pions et vous n'avez aucune initiative. Donc vous dégoûtez les gens qui sont honnêtes, qui partent, et vous n'arrivez plus à recruter. En 2017, dans mon ouvrage, j'expliquais que l'éducation nationale aurait disparu dans 10 ans, donc en 2027. C'est exactement ce qui s'est passé. Aujourd'hui, l'éducation nationale, elle est morte. Elle est morte pourquoi ? Parce que plus personne ne veut y travailler et parce que les parents ne veulent plus y mettre leurs enfants. Exactement. Donc, c'est un état de mort. Et vous prenez la courbe démographique. La démographie, c'est très bête. Quelqu'un qui a 50 ans aujourd'hui aura 60 ans dans 10 ans. On n'y peut rien. Donc, vous prenez la courbe démographique en 2017. Vous savez exactement combien il y aura de personnes qui seront parties en 2027, qui seront parties à la retraite. Vous rajoutez à ça les démissions. Et donc, vous avez aujourd'hui un système qui n'arrive plus à recruter, donc qui ne fonctionne plus. Alors, souvent, on dit c'est parce que les professeurs sont mal payés. Ce n'est pas la cause principale. Évidemment, personne n'est contre une augmentation de salaire, il n'y a aucun problème. Mais quand les sondages qui ont été faits en interne, et moi, les retours que j'ai de mes amis, personne ne me dit c'est parce que je suis mal payé que je m'en vais. C'est une cause qui s'ajoute, mais ils me disent tous je ne peux pas faire mon métier comme je veux. J'ai des inspecteurs qui me pourchassent, c'est la police politique, c'est absolument horrible. J'ai des élèves qui sont des sauvages et des violences extrêmes et donc situation de très grande pénibilité au travail. C'est un métier extrêmement pénible. Et donc, je pars pour ça. Et donc, en se focalisant sur les salaires et en pensant que c'est en augmentant les salaires qu'on va régler le problème, en fait, non, on passe à côté. Le vrai problème, c'est le manque de liberté des professeurs. Bien sûr, tout à fait. Alors, ce manque de liberté s'exprime par le fait, effectivement, qu'en termes de management, ils sont caporalisés. On l'a vu récemment. Je me souviens d'avoir fait remarquer à Mme Belloubet, parce qu'il y a eu tellement de ministres que je m'y perds, mais là, c'est Mme Belloubet qui était à ce moment-là ministre de l'Éducation nationale. La circulaire sur les groupes de niveau devenus groupes de besoins faisait 48 pages. On expliquait à des professionnels de l'éducation, de l'enseignement, comment ils devaient organiser des groupes de niveau. Enfin, c'est ridicule, quoi. C'est simplement ridicule. Et effectivement, le rejet de ce mode d'organisation tient aussi au fait qu'ils se sont sentis méprisés par une circulaire quasi, inquisitoriale qui leur disait voilà les diverses formes que doit prendre l'organisation des groupes, et puis toutes les 6 semaines, vous... Voilà. Affreux. Et donc, le côté managérial, je pense que vous avez parfaitement raison. On ne peut pas traiter des agents de la fonction publique comme des enfants, comme des mineurs, ou comme des incapables, des amateurs. Je crois même que les enfants sont mieux traités parce qu'aujourd'hui, l'enfant à l'école a quasiment tous les droits. Alors que là... Bien sûr. Et puis après, la question d'organisation. Alors, vous insistez sur la question de la liberté. Est-ce qu'il faut donner davantage de liberté aux professeurs ? C'est grosso modo, il faut laisser les textes s'appliquer, puisque la liberté pédagogique est inscrite dans la loi Fillon de 2005. Donc il suffirait pratiquement, c'est ce que j'ai dit à la ministre, d'appliquer la loi qui est, écoutez, laisser les gens faire leur métier, celui pour lequel ils ont été formés et payés. Et ils sont payés. Même si c'est peu, ils sont payés. Bref. Mais est-ce que ce souci de liberté s'applique également aux structures de l'éducation nationale ? Est-ce que, pour vous, les établissements scolaires doivent bénéficier de larges marges de manœuvre ? Et si oui, dans quel domaine, par exemple ? Alors, je sais bien qu'en France, on est un peu le pays des mythes et que c'est toujours compliqué de s'attaquer aux mythes. Moi, je pars du principe que mon expérience et ma connaissance me donnent aussi une légitimité pour exprimer des avis et qu'on est là aussi pour en débattre. Et donc, pour ma part, je considère que un établissement peut très bien se gérer seul, de manière autonome. C'est-à-dire que si on nomme quelqu'un chef d'établissement, c'est qu'il sait gérer un établissement.
s'il ne le sait pas le gérer, il ne faut pas le nommer chez l'établissement. Voilà, tout bonnement. Ouais. Voilà. Donc, si sait gérer un établissement, il sait recruter des bons professeurs. Il sait qui est bon professeur et qui n'est pas bon professeur, et tout le monde le sait. Un collègue me disait une fois, un bon professeur, c'est le professeur que les élèves veulent avoir l'année d'après. Voilà. Ça me semble être la meilleure définition. Très bon indicateur, oui. Et ce n'est pas les professeurs les plus démagogues. Hein. Non. On a tous l'expérience de professeurs extrêmement sévères et qui notent très durement et qui sont adorés. Oui. Donc les élèves savent faire la différence entre un bon professeur et un mauvais professeur. Et ce n'est pas normal d'avoir un système où le bon professeur n'est pas valorisé. C'est profondément décourageant. Tout à fait, oui. Même d'ailleurs sur les niveaux salarial, il faut s'attaquer à ce mythe. Mais il est normal qu'un bon professeur soit payé davantage qu'un autre, comme dans n'importe quelle structure économique. Bien sûr. Donc un chef d'établissement, si c'est gérer son établissement, c'est gérer ses professeurs. Ça me paraît aussi logique qu'un professeur puisse choisir son établissement en fonction des différents projets pédagogiques qu'on lui propose. Et également qu'on puisse sélectionner les élèves. Vous remarquerez d'ailleurs que c'est une tendance là, depuis 3-4 ans. Vous avez beaucoup de personnes qui ne passent pas les concours et qui préfèrent être contractuels. Oui. Alors qu'on dit, oui, c'est côté de l'emploi, même qui passent les concours et qui refusent le bénéfice du concours. Oui. Parce qu'ils peuvent choisir comme ça leur établissement et donc ils sont beaucoup plus libres. Et donc finalement, d'eux-mêmes, ils préfèrent l'autonomie et la liberté. Est-ce que ça, c'est un modèle qu'on pourrait décliner au niveau global? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait dire on va mettre fin au statut particulier du corps enseignant du public, le statut particulier des capétiens, des agrégés, des professeurs de PS, etc. Et on change de modèle et on adopte le modèle de la fonction publique territoriale, qui est que vous êtes propriétaire de votre grade, vous êtes attaché ou rédacteur, peu importe, mais vous êtes sur le marché du travail. Un attaché de la fonction publique territoriale, il n'est pas automatiquement affecté dans telle collectivité. Il faut qu'il postule et qu'il passe souvent un entretien de recrutement en concurrence avec d'autres, etc. Donc de sa part, il y a un choix. Il se porte vers une collectivité, et du côté de la collectivité, il y a un choix également, elle prend le meilleur. Bon. Est-ce que vous pensez que ce modèle est déclinable dans l'enseignement? Il fonctionne très bien dans une mairie. J'étais conseiller municipal pendant 3 mandats. Ça fonctionnait très bien. Et au contraire, les gens qui viennent parce qu'ils ont envie de travailler là. C'est complètement infantilisant de dire à un professeur, vous allez dans tel établissement, vous êtes obligé d'y aller. Vous ne pouvez même pas choisir l'endroit ni le lieu. Personne ne fait ça. Et donc après, évidemment, les gens s'en vont, et c'est tout à fait normal. Donc ce système-là fonctionne. Et de toute façon, il faut bien avoir en tête qu'aujourd'hui, l'éducation nationale n'existe plus, puisque plus personne ne veut y travailler. Donc de toute façon, vu le départ à la retraite, dans 3-4 ans, ça ne va faire que s'aggraver. 30%. Donc la question, c'est même pas est-ce qu'il faut changer de modèle, c'est le modèle actuel n'existe plus, il faut faire quelque chose d'autre. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le modèle actuel évolue malgré lui, c'est-à-dire qu'il évolue vers une privatisation de la fonction, puisqu'en fait, il y a de plus en plus de contractuels. Dans l'Académie de Créteil, on est à entre 20 et 30% de contractuels sur l'ensemble du corps. Bon, c'est beaucoup moins dans d'autres, évidemment. Les académies de la façade atlantique n'ont pas besoin de contractuels. Hein. Les titulaires s'y bousculent. Mais justement, donc, cette espèce d'évolution subie où on met en face d'élèves des professeurs qui, très souvent, n'ont pas reçu la formation adéquate et qui découvrent souvent la classe après 15 jours de stage d'initiation. C'est tout à fait dommageable, surtout que ça se passe toujours, évidemment, dans les endroits les plus compliqués. Voilà, les plus compliqués, là où on aurait besoin des professeurs les plus chevronnés, les plus motivés, etc. Donc, effectivement, le modèle est à bout de souffle. Vous avez raison, il arrive en bout de course. Quoi. Mais ils ne veulent pas y aller. Vous remarquerez que souvent, ceux qui défendent un système sont les premiers à vouloir en échapper. Il y a quand même une règle dans la vie, c'est que quand on défend quelque chose, il faut regarder si la personne le pratique ou pas. Si on vous dit, ce boulanger fait un excellent pain, mais je n'achète pas mon pain chez lui, c'est qu'il y a un problème. Donc les gens qui défendent un système, mais qui eux-mêmes mettent leurs enfants dans les écoles privées ou échappent à la carte scolaire ou autre, tout en disant ce système est vraiment excellent, je suis méfiant. Je suis assez d'accord avec vous. Il y a un minimum de cohérence à attendre des défenseurs du système tel qu'il est actuellement. Je suis d'accord avec vous. Bon, donc selon vous, pour nous résumer, les causes du déclin sont l'absence de liberté laissée aux corps enseignants, l'absence de liberté laissée aux chefs d'établissement, et puis le fait que la façon même dont on gère l'ensemble
des 1 million de fonctionnaires, des 850 000 professeurs, est un modèle dépassé. C'est ça à peu près. Oui. Bon, il y avait une très bonne étude qui avait été faite, alors ça devait être en 2013-2014. Je la cite dans mon livre Rebâtir à l'école. Je vous la cite de tête, hein, mais ils avaient fait, l'éducation nationale avait fait vraiment une idée excellente. C'était d'interroger les étudiants qui auraient dû être professeurs, mais qui ne l'avaient pas été. Donc, ceux qui étaient en filière lettres, littérature, histoire, c'est vraiment le profil pour être professeur. Et ils ne le devenaient pas. Donc, ils les avaient interrogés en disant « Mais pourquoi vous n'êtes pas devenu professeur ?» Et la réponse qui était majoritaire, c'est parce que je ne pourrais pas choisir l'endroit où je travaille et parce que je ne serais pas maître de ma pédagogie. Oui, ça ne marche plus. Voilà. C'est un modèle qui ne marche plus. Dans le rapport de la Cour des comptes sur cette question-là, la Cour des comptes, qui reste tout de même un repère de hauts fonctionnaires, continue à dire, dans la fonction publique, il faut brasser les gens, ne pas succomber au régionalisme ambiant et faire en sorte que les fonctionnaires, d'une certaine manière, servent partout sur le territoire national, quitte à revenir en bout de carrière chez eux parce qu'ils auront les points au barème, etc. Ouais. Bon, mais je pense comme vous que ce modèle est dépassé et qu'il va falloir réfléchir dans d'autres termes, d'autant plus qu'il n'est pas la peine d'aller bien loin. Il y a des modèles tout proches, la fonction publique territoriale, qui sont donc des modèles français, puis il y a des modèles étrangers où les professeurs n'ont pas forcément un statut de fonctionnaire à vie, mais sont des contractuels qui peuvent être mieux payés que les fonctionnaires d'ailleurs, et qui ne sont pas titulaires de leur poste mais de leur grade, et qui sont sur un marché libre. Alors évidemment, on se pose la question, il faut aller au bout du raisonnement. Quid des endroits où personne ne veut aller ? Comment fait-on pour les couvrir ? D'abord, il faut se demander pourquoi personne ne veut y aller. Oui, d'accord, mais ça ne changera pas très vite, ça. Non, mais... et puis si les gens ne veulent pas y aller, il faut trouver... d'abord, voir les causes, et ensuite tenter d'y répondre. Alors, ça peut être par le biais peut-être d'une meilleure rémunération, peut-être en ayant moins d'établissements, mais avec plus d'élèves pour rationaliser aussi l'usage des professeurs. Ensuite, les goûts sont très différents. Vous avez beaucoup de gens qui veulent aller sur la façade atlantique, et puis il y en a d'autres qui sont ravis d'être dans des zones qui sont apparemment moins attirantes, les zones rurales par exemple, mais qui en fait sont très heureux en zone rurale. Donc la nature humaine étant aussi extrêmement variée, finalement vous vous rendez compte que, regardez les métiers de plombier, il n'y a pas de pénurie sur le territoire national. En fait, les métiers où il y a des pénuries en France, au niveau territorial, ce sont les métiers qui sont réglementés. Donc les professeurs et les médecins et les pharmaciens. Quand les métiers ne sont pas réglementés, vous n'avez pas de pénurie au niveau national. Oui, vous avez raison, c'est intéressant. Donc effectivement, j'entends là une petite... un son de cloche libéral de bonne loi, n'est-ce pas ? Bien sûr, vous avez raison. Mais non, je pense que, en effet, pour les zones où personne ne veut aller, où les gens ne vont pas se bousculer pour rejoindre un lycée ou un collège de Seine-Saint-Denis ou de l'Essonne d'ailleurs, ou du Val-de-Marne, peu importe, la bonne réponse est en effet de rendre le poste attractif pour un temps donné, pour une durée contractuelle. Après tout, on n'est pas obligé de passer sa vie là-dedans. Oui. On peut passer 2-3 ans, mais en étant nettement mieux rémunéré que si on était, par exemple, en Creuse ou même à Nantes ou à Angers. Et puis, dans un système libre, l'expérience que vous allez acquérir dans des établissements difficiles sera extrêmement valorisant dans des établissements plus tranquille. Donc, vous pouvez très bien dire, je vais faire 2 ou 3 ans dans ces endroits-là, ça sera difficile, mais je vais m'aguerrir. Dans le lot, certains diront, en fait, ça se passe très bien, et la réalité est beaucoup moins rude que ce que l'on dit. Et les autres pourront valoriser cette expérience plus rude pour devenir après chef d'établissement ou coordinateur pédagogique. Donc, c'est aussi dans cette perspective-là de carrière. Et il faut trouver aussi une carrière. On peut comprendre que quelqu'un qui a 25 ans se dit, être toute ma vie professeur au même endroit de 25 ans à 65 ans, c'est quand même un peu rude. Il faut aussi montrer que dans ce métier-là, on peut évoluer, on peut changer d'endroit, on peut commencer professeur et finir chef d'établissement. Il faut des très bons chefs d'établissement aussi, finir coordinateur pédagogique de niveau, et donc montrer que c'est un métier qui est beaucoup plus varié que l'image qu'on en a souvent. Absolument. Et il faut le rendre, en effet, il faut offrir, notamment aux personnels qui sont expérimentés, les moyens de transmettre leur expérience à leurs jeunes collègues, puisqu'il faudra revoir la formation, selon nous, on peut en parler. La formation initiale des professeurs du premier et du second degré nous semble, nous, à ce stade, lacunaire, puisqu'on a noté que le niveau académique diminue, les gens sont moins... c'est pas qu'ils sont de plus en plus diplômés, mais ils en savent de moins en moins. C'est effrayant. Je disais,
à M. Ray il y a quelques instants qu'un inspecteur général nous avait dit à l'Assemblée nationale, lors d'une audition officielle, que selon lui, qui quand même connaît bien la question, les Capétiens de mathématiques avaient en fait le niveau du DUG en maths. Et qu'ils étaient recrutés au CAPES avec 5, les plus bas. Et que donc, en fait, nous avions des professeurs de mathématiques qui ne savaient pas les mathématiques, tout bonnement. Et donc, le niveau académique s'effondre, le niveau pédagogique est complètement pollué par le pédagogisme ambiant dispensé à l'université, parce que c'est l'université qui forme les professeurs au lieu que ce soit l'employeur qui les forme. Pour nous, c'est une aberration. Nous reviendrons là-dessus. Nous enlèverons à l'université la formation pédagogique, enfin professionnelle des maîtres. Elle sera réintégrée dans l'institution comme elle était autrefois, il n'y a pas si longtemps. Bon, on la prend dans l'établissement. Oui. Dans l'établissement où j'étais, chaque nouveau professeur avait un professeur parrain, en quelque sorte, référent, donc qui donnait les clés du métier avant la rentrée, puis qui le suivait, qui assistait à quelques-uns de ses cours pour dire, voilà, là c'est bien, là c'est moins bien. Et c'est comme ça qu'on forme un métier, comme n'importe quel métier de compagnonnage. Mais tout à fait. C'est le principe du compagnonnage qui avait été évoqué un temps par Xavier Darcos lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale, mais comme d'habitude, il n'a pas eu le temps de finir sa phrase, qu'il était déjà viré par Sarkozy. Donc c'était une bonne idée. Il avait l'intention, lui, de supprimer les IUFM et de réintroduire le compagnonnage que j'ai connu moi quand j'étais jeune professeur. J'avais un conseiller pédagogique, on travaillait en doublon, en doublette, et puis il me lâchait la bride au fur et à mesure. Et à la fin, je faisais la classe. Il était au fond, il faisait une critique d'exercice, et il me disait là, tu as été bon, là, c'était un peu... C'est comme ça que j'ai appris. Et je n'ai pas l'impression d'avoir été un mauvais prof. Alors que là, le système actuel ne fabrique ni de bons académiciens, ni de bons professeurs. Donc on va s'en passer. Ça, c'est déjà décidé, on va s'en passer. Mais bon, il faudra encore un peu de temps, puisque pour ça, il faut arriver aux affaires. Mais bon, on s'en occupe, par ailleurs. Bon, alors, oui, donc pour l'établissement, nous, il y a un système qui nous intéresse bien, au stade où nous en sommes notre réflexion, c'est l'affaire des charter schools, c'est-à-dire le fait donc des écoles à contrat, en fait, un sous-contrat, qui seraient aussi bien des écoles publiques que des écoles privées, qu'elles soient diocésaines, anciennement sous contrat ou indépendantes, aucune importance. Elles seraient du coup, elles auraient un contrat avec l'État, un contrat d'objectif, c'est ça, avec des moyens afférents négociés au préalable, incluant les rémunérations, donc la masse salariale, donc ce qui permet au chef d'établissement et à son équipe de direction de recruter des personnels, aussi bien dans l'enseignement public, dans l'enseignement privé, dans l'industrie, dans le commerce, des vacataires même, pour des sessions intensives en langue, par exemple. Bon, donc, et puis, évidemment, l'objectif, c'est, il n'y a pas de contrôle a priori, un contrôle a posteriori. Au bout de 4 ou 5 ans, inspection complète, audit complet, peu importe le terme, et on voit si cela produit les effets attendus par le donneur d'ordre, c'est-à-dire l'État, qui a des objectifs éducatifs qu'il doit fixer dans cette maison à côté, au Palais Bourbon, ou non. C'est assez binaire, quoi. Soit vous êtes dans les clous, soit vous pourriez y être, on vous donne un petit coup de main, soit vous êtes en dehors des clous et la maison est fermée, c'est tout. Est-ce qu'un modèle comme ça vous paraît praticable ? En tout cas, partout il a été mis en place, ça fonctionne très bien. Oui. D'abord, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'éducation, c'est l'affaire de tout le monde. Donc, c'est normal que tous les Français participent à son financement. Bien sûr. Des personnes qui sont retraitées, oui, n'ont pas d'enfants à l'école, mais ils vont bénéficier des médecins, des avocats qui ont été formés. Donc, c'est normal que ça ne repose pas uniquement sur la charge des parents. Bien sûr. Donc, il est tout à fait légitime que l'ensemble des Français, par l'impôt, financent la formation, que ce soit école privée ou publique. Encore une fois, l'important, c'est que les gens soient bien formés, peu importe l'école dont ils viennent. Donc, l'idée que l'ensemble des Français, par l'impôt, financent la formation parce que ça bénéficie à tous, est tout à fait légitime. Ça se tient tout à fait au niveau de philosophie politique. Ensuite, cette idée de dire un élève, ça coûte X, alors... on reviendra sur le coût d'un élève, mais en gros, dans le public, ça coûte 7 000 euros, 7 000 euros à un lycéen. Dans le privé, pardon, dans le public, c'est quasiment le double. Oui, c'est parce que... Mais en gros, on va dire, voilà, on vous donne 8 000 euros par élève, selon les niveaux, on peut ajuster. Et après, après vous vous arrangez pour former les gens. Ça, c'est le chèque éducation. Exactement. Et de toute façon, les parents savent quels sont les bons établissements et quels sont les mauvais établissements. Enfin, là aussi, le système est très hypocrite parce que
les discussions de parents, c'est ah oui, tu as mis tes enfants à telle école, il paraît que celle-ci est meilleure. Là, il y a monsieur machin qui est excellent, là, il y a madame machin qui est encore meilleure. Enfin, tout le monde se parle, on sait exactement où sont les bons établissements, on sait exactement qu'il faut prendre le russe en première langue pour aller dans tel établissement qu'on abandonne 2 jours après la rentrée pour reprendre l'anglais. Donc, on est dans un système complètement hypocrite, ce qui veut dire que seuls ceux qui savent comment ça fonctionne s'en sortent. Et ceux qui ne savent pas, eh bien, c'est les dindons de la farce. Exactement. Et évidemment, ceux qui se font avoir, ce sont les gens les plus modestes. Bien sûr. Les plus modestes financièrement et, je dirais, de niveau bagage culturel. Oui. Donc, les enfants de professeurs, les enfants de cadres savent parfaitement comment fonctionne le système. Ils en tirent tous les bénéfices, ou du moins ils évitent les dégâts, et les plus modestes eh bien, se font avoir, et c'est évidemment dramatique pour l'avenir de leurs enfants. Donc on a un système qui est très mauvais, et je ne supporte pas cette hypocrisie, qui est même propagée parfois par certains professeurs. Il faut quand même, je ne suis pas corporatiste, donc quand ça fonctionne, il faut le dire, quand ça ne fonctionne pas, il faut le dire aussi. Donc un système de libre choix, on fait des classements d'établissements, c'est très bien. En plus, on sait très bien qu'un établissement peut convenir à certains enfants et pas à d'autres. Moi, j'ai plein d'exemples où on avait des fratries, certains enfants étaient très bien chez nous, d'autres, le frère, non, il allait ailleurs. Et ben voilà, c'est comme ça. L'établissement doit aussi correspondre au goût et au caractère de chacun. Et la liberté permet ça. Il y a un mauvais établissement, c'est-à-dire un établissement où les enfants sont mal formés, ça va vite se savoir. C'est comme un mauvais restaurant. On va vite le savoir, et donc il fermera parce qu'il aura plus personne. Exactement. Mais bien sûr, je comprends bien. Je partage d'une certaine manière la philosophie globale de ce que vous dites. Simplement, la politique, c'est l'art du possible. Et donc, le temps politique n'est pas le temps de l'éducation. Vous savez que pour qu'une réforme produise quelque chose, il faut au moins à peu près 10 ans, ne serait-ce que parce qu'il faut que tous les élèves aient traversé le circuit pour qu'on puisse les évaluer à la sortie. C'est ce que fait d'ailleurs PISA, c'est très intéressant. Mais bon, le temps politique, ce sont des séquences de 5 ans renouvelables. Et parfois, c'est plus court encore. Et donc, moi, l'affaire du chèque éducation, c'est un tel bouleversement que je ne vois pas comment faire parce que c'est un changement complet on change d'horizon philosophique. Voilà, c'est ça. Et donc, est-ce que la nation est prête à ça? Je ne suis pas sûr. Parce que, comme vous le dites, les mythes ont la peau dure. D'ailleurs, les mythes sont constitutifs aussi de l'histoire de la nation. Et le mythe de l'école de la République, dont on nous parle sans arrêt, n'est-ce pas, a encore la peau dure. Et si un politique annonçait aux gens, bon, écoutez, l'éducation nationale, c'est fini maintenant, c'est le marché et vous avez un chèque, ça va pas être possible. En fait, personne ne le dira. Donc moi, je cherche une solution qui permette de relancer la machine éducative, y compris en la transformant de l'intérieur. Pourquoi je vous parle des charter schools? Je me dis que si on introduisait dans le système actuel, mais de manière massive, pas anecdotique et pas expérimentale, massive, dans des écoles sous contrat d'objectifs et de moyens, ça pourrait probablement dynamiser l'ensemble. Tout à fait. En fait, les écoles à charge, les écoles à contrat, c'est un chèque éducation qui ne dit pas son nom, mais ça revient à peu près au même. Mais effectivement, c'est le faire sans dire qu'on a changé le système. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça reste l'impôt qui paye. Mais là, pour le coup, l'impôt paierait même le contrat, serait même utilisé, l'argent public serait utilisé aussi pour des écoles sous contrat qui ne sont pas de l'enseignement public. Tout à fait, oui. Moi, je sais pas, une école même de congrégation qui a de bons résultats, on la passe sous contrat. Et puis elle reçoit les subsides publics et elle en rend compte, c'est tout. C'est comme c'est d'ailleurs le cas aujourd'hui. Les établissements privés sont financés par l'argent public et ils doivent aussi rendre compte de ce qu'ils font. Donc, parfaitement. Donc je pense que ce modèle-là doit être utilisé pour faire levier. On cherche les leviers. L'autre levier, on en parlait tout à l'heure, c'est reprendre en main la formation des professeurs, puisque l'OCDE dit et répète à force d'études que la qualité de l'enseignement est directement corrélée à la qualité du professeur. Donc, c'est évident. Bon, avec ces sortes de banalité, on enfonce des portes ouvertes, mais enfin, il y a des gens qui pensent différemment, qui pensent que c'est l'effet établissement, que c'est le contexte, etc., qui explique les défauts. Non, quand ça ne va pas, c'est que l'enseignant n'est pas correctement formé, soit pour exercer son travail, soit dans la discipline qu'il enseigne, etc. Donc ça, ce sont des choses que nous allons revoir. Alors maintenant, parlons un petit peu maintenant de la pédagogie. Donc, actuellement, la pédagogie, vous le savez, le pédagogisme dispose que
l'enfant est au centre du système éducatif et que tout tourne autour de lui, il construit ses propres apprentissages, il est l'acteur principal, le sujet est l'objet de son éducation, le professeur étant grosso modo une sorte de guide, au mieux d'éducateur. Bon, on voit les résultats, ça ne fonctionne pas du tout, il n'y a plus de pédagogie explicite, il n'y a plus d'apprentissage au sens propre, enfin, ou très peu. Hein, on revient maintenant, parce qu'il y a des lubies ministérielles, donc on va faire de la récitation. Blanquer avait distribué à tous les fables de La Fontaine. Ça a très beaucoup de com. Voilà, beaucoup de com. Grand-chose, mais c'est un peu de com. Qui les a lus, je ne sais pas. Ouais. Bon, donc il y a comme ça, actuellement le président de la République a une intuition, une de plus. Il est frappé, lui, comme avoir des intuitions. Il dit, les élèves ne travaillent pas assez, il faut allonger les scolaires. Bon, ça fait à peu près 50 ans qu'on en parle. Hein, oui. bon. Donc lui, ça vient de lui venir à l'esprit. Donc on a ça, des petits trucs, mais en fait, le système, dans son ensemble, est complètement sur la tête. C'est-à-dire que l'on continue à dispenser aux élèves une pédagogie où ils sont supposés eux-mêmes découvrir les choses de manière inductive, parce qu'elles seraient en dépôt chez eux. Enfin, je sais pas, il y a un truc bizarre. Bref, en tout cas, ça ne marche pas. On a des élèves qui n'apprennent plus grand-chose et qui ne savent plus grand-chose. Donc, alors, quelle serait, selon vous, la place des humanités là-dedans ? Parce que j'ai aussi d'autres collègues qui ont écrit, j'ai lu des livres d'autres collègues qui ont plaidé pour le rétablissement immédiat du latin et du grec en 6e. Et j'avoue que ça m'a tenté. Je me suis dit, on pourrait faire un truc formidable, c'est-à-dire qu'on réinstallerait au début des études secondaires la maîtrise du latin et du grec, et de tout ce qui va avec, c'est-à-dire la littérature, la pensée, la philosophie, évidemment au fur et à mesure de l'évolution de l'âge de l'élève, mais on le ferait d'emblée. Oui, alors le problème quand on ajoute des cours, c'est qu'une journée, ça nous reste contraint. Donc, si vous ajoutez des cours, il faut en supprimer d'autres. Non, oui, il y en a d'autres. Et donc tout le monde est d'accord pour ajouter des cours, mais quand il va falloir dire quels cours on supprime pour mettre 2 heures de latin en plus, ça va être un peu compliqué. Oui. Je vais raconter une anecdote qui est une histoire vraie, parce que il faut raconter ce qui se passe dans le système éducatif, parce que les parents qui sont à l'extérieur, qui ne le connaissent pas comme nous on le connaît parce qu'on est dedans, ne peuvent pas se rendre compte à quel point c'est une maison des fous. C'est un ami étudiant, il a 25 ans, il passe le CAPES d'histoire, il est reçu, et donc il a sa première année dans un collège en Normandie, collège tout à fait tranquille. Alors, parce qu'il faut préciser pour ceux qui connaissent pas, qui ne sont pas au fait du système, que lorsqu'on passe le concours, on a 1 an de formation pour être titularisé. C'est ça. Et si on n'est pas titularisé, c'est comme si on n'avait pas eu le concours, on est renvoyé. On est licencié. Et d'ailleurs, c'est ce qui lui est arrivé pour la raison que je vous évoquais. Donc, il fait un cours au 6e. Alors, c'était, je ne sais plus, sur la Grèce ou sur Rome, enfin, peu importe. Il fait cours, donc il y a l'inspecteur qui est dans la classe, donc il fait cours, tout se passe bien, enfin, voilà. Et à la fin du cours, bilan de l'inspecteur, et l'inspecteur lui dit « Votre cours, ça ne va pas du tout ». Ça va pas du tout, il vous fait pas tout ce qu'il faut. Alors il était un peu décontenancé, il dit pourtant il n'y avait pas de bruit, ils avaient l'air de bien comprendre. Il dit non, ça va pas du tout, parce que quand vous faites cours, ce que je vous dis là c'est vrai, c'est une citation, quand vous faites cours, on voit que vous savez et que l'élève ne sait pas. C'est tendance. Alors là, il dit les bras lui en sont tombés. Oui, mais évidemment, je viens de passer le concours, je viens d'avoir le CAPES, j'ai un master d'histoire. Évidemment que je sais davantage qu'un élève qui est en 6e. Heureusement d'ailleurs. C'est pas bien. Voilà. Et d'ailleurs, il n'a pas été titularisé. Incroyable. Voilà, pour cette raison-là. Pour cette raison-là. Parce qu'il faisait un cours, ce qu'ils disent, descendant. Ouais, descendant. Voilà. C'est le professeur qui sait, l'élève ne sait pas, alors que l'élève doit découvrir le savoir par lui-même. C'est effarant. Et c'est comme ça que fonctionne le système. C'est effarant parce que, venant de la part de cadres du système éducatif, sortir une pareille ânerie, c'est quand même spectaculaire. C'est effrayant. Alors que moi j'étais professeur en 6e, l'histoire en plus c'est une matière facile, vous racontez des histoires justement, vous racontez ce qui se passe en Grèce et à Rome, la vie quotidienne à Athènes ou une bataille, et là vous avez les élèves qui vous regardent, qui se passent bien, vos paroles, bien sûr. Et puis vous avez un imaginaire, et puis ils retiennent des choses. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Je considère qu'aussi un professeur, c'est aussi un conteur, il raconte une histoire. J'avais un professeur de mathématiques au lycée qui faisait du théâtre, si jamais il nous regarde, je le salue. Et donc il avait fait ses cours de mathématiques. Ces cours de mathématiques, il les avait organisés selon, à chaque fois c'était une histoire qu'il nous racontait, pour raconter des choses très compliquées. Et ça passait très bien. Donc c'est un métier qui est oral, ça passe par la transmission orale, donc on doit raconter des histoires, adaptées évidemment au public et à l'âge. Et je considère que c'est aussi
c'est une pièce de théâtre, un cours. Oui. Il y a une estrade, il y a un décor, il y a des actes. Il n'y a plus beaucoup d'estrades dans l'enseignement public. Non, je les recommande. Moi, j'avais remis des estrades dans mon établissement pour deux raisons. D'abord parce que la voix porte beaucoup mieux. Bien sûr. Donc, comme c'est un métier oral, on voit le fond et aussi. on voit tout ce qui se passe. Oui, bien sûr. Et on est vu aussi par l'élève qui est au fond de la classe et qui nous voit mieux. Mais parfaitement. Donc, avoir supprimé l'estrade, c'est complètement stupide. Oui, c'était encore un toc idéologique. Il fallait... Alors que, ça, c'est pour des raisons pratiques. Mais bien sûr, tout à fait. C'est comme au théâtre, il y a une estrade aussi. Oui, voilà. bien sûr. Donc, je suis d'accord avec vous. Donc le problème est là, et encore une fois, le professeur sait ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Donc, et le professeur, on va tester aussi. Combien de fois on teste? Tiens, là je vais faire un cours, je vais faire différemment, et je vais voir ce que ça donne. Ah ça a fonctionné, donc je vais recommencer. Ah non, là ça a raté. Ouais. Et alors l'élève ne le sait pas, mais le professeur, on est sans arrêt à tester. Ça n'a pas matché, oui. Voilà, on dit tiens là je vais tenter quelque chose, je vais tenter une nouvelle manière d'apprendre ça, puis je vois si ça marche ou pas. Exactement. Et si ça marche, on ça marche améliore, ça marche pas, on retire. Donc on est sans arrêt dans l'expérimentation. Oui, tout à fait, exactement. C'est un métier qui fonctionne par tâtonnement. Et puis on discute avec nos collègues. Aussi. Par exemple, la semaine dernière, je regardais des vidéos de quelqu'un qui explique comment faire des dissertations. Et j'ai pris 2-3 idées qui me paraissaient intéressantes. Je me dis, ah oui, tiens, ça, je l'avais pas vu. La prochaine fois, je vais expliquer ça à mes étudiants. Je vais prendre l'idée qu'il a donnée là parce que ça me paraît très, très judicieux. Bien sûr. Alors, j'ai testé et ça fonctionne. Et ça va. Voilà. C'est voilà une bonne, donc, j'ai amélioré ma manière d'enseigner cette méthode. Voilà, et donc, un bon professeur, c'est-à-dire qui veut vraiment faire progresser ses élèves et qui est attaché à son métier, il se remet toujours en question. Absolument. Et sans arrêt, il va se dire, mais est-ce que ce que je fais, c'est bien ou pas? Comment font mes collègues? On discute entre nous. Oui. Donc, c'est pas un métier routinier. Non, pas du tout. Ah non, on a l'impression que c'est toujours pareil. Pas du tout. Non, pas du tout. Vous faites le même cours, la même journée à deux classes différentes, c'est des cours complètement différents. Bien sûr, évidemment. Donc, et c'est ça d'ailleurs, c'est ça qui est passionnant dans le métier, c'est toujours différent. Exactement, on s'ennuie jamais. Et celui qui apprend le plus, c'est le professeur. Mais oui, au passage, on s'enrichit. Et les élèves posent des questions. Le pire, c'est les questions des sixièmes, parce que c'est des questions apparemment complètement ingénues. Et c'est les plus retorses pour y répondre. Qui ouvrent des perspectives vertigineuses. Et combien de fois je me suis dit, oui, cette question est vraiment pertinente et ça m'a permis d'améliorer un point, quelque chose que je n'avais pas vu. C'est normal, c'est notre métier. C'est notre métier. Et on sait faire notre métier. Bien entendu, et on l'aime, bien sûr. Les humanités. Alors, pourquoi, selon vous, les humanités sont-elles fondamentales dans la construction du savoir, de la transmission, de l'accès à la connaissance, bref. Pourquoi est-ce un élément aussi capital pour vous? Alors, pour moi, il est fondamental, parce que d'abord, ce que j'appelle l'humanité, c'est pas uniquement la littérature, le latin et le grec, c'est, on va dire, tout ce qui est matière littéraire. Donc, géographie, philosophie, histoire. J'ai une vision assez extensive de ça. Et pour moi, les humanités, c'est d'abord et avant tout le regard. C'est-à-dire que ça permet de regarder le monde et de le comprendre. Je vous donne un exemple. Dans mon métier à Conflits, je rencontre beaucoup de monde étranger. Un jour, j'étais reçu par l'ambassadeur du Pakistan pour l'Union européenne. On ne savait pas trop quoi dire, je ne connaissais pas, il ne me connaissait pas. Il a commencé à me parler de Victor Hugo et on a parlé de poèmes de Victor Hugo. Voilà. Alors c'était magnifique. Il a récité même en français quelques mots de Victor Hugo, ça m'a ravi. Mais c'est comme ça qu'on a pu démarrer la conversation et après on a parlé des problèmes complexes du Pakistan. Donc, ça permet d'abord de parler entre personnes qui ne se connaissent pas. Ça fait un excellent début d'usage. Notamment quand vous parlez avec des étrangers, dire tiens, il est anglais, je vais parler de Shakespeare, il est italien, je vais parler de Dante. Voilà, c'est une manière d'entrer en scène. Bien sûr. Et ça permet de comprendre le pays. La littérature, la peinture vous permet de comprendre la culture d'un pays, vous permet de comprendre comment les personnes pensent, comment elles vivent. Vous êtes dans un musée de peinture italienne, vous comprenez que les Italiens ont une culture différente de la nôtre, même si on pense qu'on est les mêmes, et vous comprenez comment un Italien pense et agit. Et c'est ça qu'apportent les humanités. C'est une manière de regarder le monde, de le comprendre, et de comprendre les autres. Alors, très bien, nous sommes tout à fait d'accord, mais alors, comment les enseigner et à quel niveau les enseigner? Où faut-il commencer? Il faut commencer dès le début, dès le CP. Ah oui. Puisque en CP, on apprend à lire. Donc, on apprend les humanités, puisqu'on apprend à lire et on va découvrir des textes. Je me souviens encore du livre de lecture qu'on avait en CP. C'est pas volontaire, je ne l'ai pas réouvert depuis que j'ai quitté le CP. Mais ça m'est vraiment resté. Je me rappelle qu'en CE2, on avait un livre qui était une histoire qui se passait en Provence. Et il y avait les différentes conjugaisons, etc.
Et c'était très bien écrit. Oui. C'est déjà une entrée dans la littérature. D'accord. Oui. J'ai toujours tendance à considérer que le plus important pour moi, c'est la littérature enfantine. Vous savez, les oui-oui, la comtesse de Ségur, on dit oui, c'est pas sérieux, Balzac, c'est mieux. Non, mais c'est les premiers livres qu'on lit. Bien sûr. Donc c'est comme ça qu'on rentre dans la littérature. Oui, absolument. Oui. Et j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui font de la littérature pour enfants, parce qu'on ne va pas lire du Victor Hugo, du Marcel Proust, si on n'a pas d'abord lu du oui, ou de la comtesse de Ségur. Absolument. Il y a un cheminement intellectuel. Oui, bien sûr. Et c'est comme ça qu'on apprend les mots, le sens des mots qu'on aime, qu'on apprend aussi à lire. Donc ça commence dès le début. Et ce qui est fondamental dans les humanités, c'est que les professeurs aiment les humanités. C'est-à-dire qu'on apprend bien aux autres que ce que l'on aime soi-même. Bien entendu. Et donc, c'est pas la peine de faire de grandes théories sur la pédagogie. On voit si on aime, enfin si le professeur aime ou n'aime pas. Voilà. Et combien de fois, enfin on a tous ces expériences-là, de cours où on s'est dit, oula, ça va être ennuyeux, et en français ou ailleurs, en physique ou en maths ou en biologie. Mais on avait un professeur passionné, et donc on s'est dit, transmet la passion. Exactement, la passion se transmet. Absolument. Et c'était mon professeur de philosophie en Cagne qui nous avait dit une fois, l'éducation est ésotérique. Elle est ésotérique parce qu'elle se transmet de personne à personne, et c'est une connaissance que l'on va transmettre. Très bien. Et il avait tout à fait raison. Il y a une dimension orale, il y a une dimension personnelle. Oui, c'est pour ça qu'une vidéo, c'est intéressant, mais ça ne remplace jamais un cours. Non. Parce qu'il y a le contact humain. Absolument. Aucun avatar, aucune intelligence artificielle générative ne remplacera le pédagogue, le professeur. On est et puis un cours, c'est, j'y reviens, mais c'est une pièce de théâtre. Oui. Donc on va aussi capter le regard des élèves. Juste. On regarde comment ils réagissent. On sent une classe. Vous savez, dans une classe, quand vous faites cours, il y a toujours un moment où la tension est très forte, puis un moment où il y a une baisse de tension. Oui, absolument. Et il faut gérer ces moments un peu bas. Il faut s'en servir aussi. Oui, la tension se disperse un peu. On sent que. Et donc là, vous faites une petite blague, vous faites une petite digression, hop, ils vont capter l'attention. Voilà, exactement. Et une classe, c'est un peu comme quand vous faites de l'équitation, vous devez sentir le cheval et savoir où le conduire. C'est pareil pour une classe. Vous avez une masse et vous sentez comment elle vibre. Et chaque classe est différente. Oui, absolument. Et même en fonction des horaires, ça va être différent. Et donc la passion du professeur est essentielle. C'est pour ça que si on a des personnes qui ne sont pas bien formées, qui sont là alors qu'elles n'ont pas envie d'être dans cet établissement, qu'en plus il y a plein de problèmes et qu'on les maltraite, là il n'y a aucune passion, donc il n'y a aucune formation. D'accord, très bien, d'accord. Mais alors donc je la suis dans les idées. Le latin et le grec, est-ce que vous le rétabliriez comme une matière obligatoire en 6e par exemple? Alors je suis partagé pour... alors sur le principe, oui. Le problème c'est la faisabilité. D'abord je crains qu'on n'ait pas les professeurs pour le faire. Pour l'instant, on les a pas. Donc, quand même, ce serait obligatoire. Je ne vois pas où on pourrait les trouver. Ensuite, ce qui me paraît important aussi, c'est de ne pas faire du latin. Oui, le latin, je suis très attaché au latin. Mais le latin, pourquoi faire? C'est-à-dire, oui, il y a la découverte des textes, il y a l'amour de la langue, mais il faut voir aussi que c'est pas simplement... je ne veux pas que ça se fasse avec la nostalgie du 19e siècle, où on a des dissertations en latin. C'est faire du latin pour découvrir une langue, pour la syntaxe. Pour la syntaxe, pour la grammaire, pour découvrir une civilisation, pour découvrir des auteurs. Et ne jamais oublier qu'une langue, ça ne sert pas à parler, une langue, ça sert à penser. Donc pourquoi est-ce qu'on apprend le latin et le grec? C'est pas pour parler latin et grec, c'est pour penser. Et donc les langues anciennes nous permettent de penser. Très bien. Oui, mais ça peut se réintroduire au collège. Évidemment, il y a une petite impasse, comment dirais-je, avec les personnels. C'est-à-dire qu'on a peu d'étudiants latinistes dans les universités, en tout cas pas assez pour faire autant de profs. Mais bon, ça peut s'organiser, c'est une question. Donc s'il y a les cours, il y aura aussi un appel d'air et que ça attirera des étudiants. Oui. Puis s'il est décidé que dans la grille horaire du collégien lambda, il y a 2 heures de latin par semaine, obligatoire, et ceci de la 6e à la 3e, ça fait un appel d'air. Comme vous dites, et les universités vont commencer à former des professeurs. Ça, je me fais pas... Enfin, des latinistes, je ne me fais pas de soucis pour ça. D'accord. Mais bon, puis évidemment, dans la grille horaire d'un collégien qui doit faire, je crois, 23 heures ou 24 heures, il va bien falloir faire de la place. Oui, ils ont des journées qui sont très lourdes. Oui. Elles sont déjà lourdes, oui. Enfin, mais bon, ça peut se trouver. On peut trouver des astuces, on peut voir. Parce qu'il y a peut-être des choses qu'on peut externaliser. Les arts, c'est très bien, les arts, c'est absolument indispensable, l'éducation artistique, bien sûr, sauf qu'il n'est pas peut-être forcément nécessaire que ce soit... Non, pour ma part, je pense que le mercredi après-midi ou le samedi, par exemple, dans les maisons de la culture... Oui, assuré par des conférenciers de bon niveau, ce serait, à mon avis, aussi efficace que de taper sur un tambourin ou de regarder juste... On sait bien que malheureusement, les cours de dessin et de musique sont souvent des cours de distraction. Et je ne dis pas ça, beaucoup de respect pour le professeur, mais c'est la réalité, il faut tous passer par là.
Donc, effectivement, ça me paraît, par exemple, les cours d'art ont toute sa place dans les cours de français ou d'histoire. On va faire des cours d'histoire de l'art, par exemple. Bien sûr, tout à fait. Cours d'histoire de la musique, cours d'histoire de la peinture. Oui. Et après, pour les plus doués, effectivement, des cours extérieurs, comme on fait du sport aussi en extérieur. Oui, d'ailleurs, on fait du sport extérieur. Ou de la musique. Les musiciens vont au conservatoire municipal, etc. D'accord. Très bien. Bon. Est-ce que j'avais une question un peu spéciale sur l'éducation prioritaire. C'est un sujet qui vous parle, l'éducation prioritaire, un petit peu? Oui, j'ai tendance à considérer que d'abord toute éducation est prioritaire et qu'on a voulu saucissonner, souvent pour des raisons électoralistes, en assignant un petit peu à résidence des endroits auxquels on va donner après une mauvaise image. C'est quand je comprends l'intention en disant il y a des endroits où c'est compliqué, donc on va donner plus de moyens. Moyennant quoi vous collez une étiquette, alors qui est un sigle qui a pu changer à travers le temps. Oui. Étiquette que vous collez aussi aux élèves qui disent « Ah ben voilà, moi je viens de tel collège ou lycée, REP, REP+, etc. » C'est quand même pas très, très glorieux ni très agréable. Et après, vous dévalorisez aussi toute une région. On va dire, voilà, le 93, c'est que de l'établissement compliqué. Pas du tout. Vous avez des lycées d'excellence, dont le lycée de la Légion d'honneur, qui est un des lycées les plus excellents, qui est au cœur du 93. Lycée de filles. Et en plus, lycée de filles, voilà. Ouais. Donc cette idée qu'on va mettre des étiquettes et des catégories, alors, qui ne se voulait pas infamante au début, ça se voulait un bon sentiment, mais ça aboutit finalement à mettre un peu les gens dans des boîtes négatives. Bien sûr. Ça me paraît extrêmement mauvais. On en est à appeler ces quartiers des quartiers de reconquête républicaine. Oui. Vous vous rendez compte, c'est le terme officiel. Oui. Reconquête républicaine. Donc, c'est quartiers, des territoires perdus de la République. Oui, voilà, c'est la guerre, c'est la Reconquista aussi. C'est très curieux d'ailleurs le choix du terme. C'est très connoté. Et donc, ça signifie en effet que ces quartiers-là sont perdus pour la République et qu'il faut les reconquérir par l'école, par les services publics, par les sports, par les arts, etc. Et donc, moi, très bien. Parce que notre idée, là, si vous voulez, il se trouve que j'ai présidé une commission, il y a 2 ans, une mission d'information sur l'éducation prioritaire, et la conclusion adoptée par la commission, qui pourtant n'est pas pro-RN à 100%, loin de là, c'était que, grosso modo, c'est un échec. C'est une politique publique qui date de 81, qui coûte beaucoup d'argent et qui suscite beaucoup de dévouement. Il y a des tas de gens qui sont affectés là et qui ne veulent pas en sortir, qui se donnent à fond. Simplement, ça ne produit pas les résultats escomptés. C'est-à-dire qu'on a toujours un gap de résultats, de résultats en termes d'évaluation. On a toujours un véritable une divergence au sens presque électrique culturelle qui n'est pas surmontée. Dans ces quartiers-là, la culture française n'est pas totalement chez elle. En tout cas, elle est même parfois vécue comme une culture étrangère. C'est incroyable. Donc ces choses-là montrent que le système ne marche pas. Et donc l'idée, ce serait, on supprime l'étiquette, et on revient à une gestion, une allocation des moyens par établissement, ou par école, par établissement, qui tiennent compte de différents critères et facteurs qu'on croise et qui permettent de donner éventuellement plus, forcément, à ceux qui rencontrent de grosses difficultés sociales, scolaires, culturelles, etc., de discipline, et puis un peu moins à ceux où les choses se déroulent à peu près normalement. Ce serait ça l'idée, vous voyez. Donc en fait, c'est du REP sans le dire, si vous voulez. Oui, ça paraît tout à fait juste. Et puis, il y a aussi la question qu'il faut poser, qui est de vouloir absolument maintenir des jeunes en scolarité jusqu'à 16 ans. Alors que c'est une torture pour eux de rester assis, que la classe devient une prison, et réfléchir aussi à une manière de les insérer professionnellement, et peut-être même les faire travailler à partir de 14-15 ans dans des métiers adaptés. On sait très bien que dans une classe, vous allez avoir quelques éléments qui sont très pénibles, qui pourrissent toute la classe, et qui empêchent ceux qui veulent travailler de travailler. Bien sûr. Donc, cette idée qu'il faut que tout le monde jusqu'à 16 ans soit dans une salle de classe me paraît absurde, quitte à ce qu'ensuite ces personnes-là aient la possibilité à 30 ans, à 35 ans de reprendre une formation. Oui, tout ça, mais parfaitement. Nous, de toute façon, nous avons la ferme intention de mettre un terme au collège unique. C'est une des premières décisions qui seront prises. Et donc, nous rétablirons, ou nous établirons en tout cas, un système d'orientation qui commence après la 5e. Doucement, mais il commence. Et de manière, mais alors sur une base que nous voulons différente d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on oriente en dehors de l'enseignement général que ceux que l'on estime incapables de suivre. Oui, c'est l'échec. Les échecs. Donc, c'est l'orientation par l'échec, c'est vieux, c'est vieux, au fond, comme le collège unique. Oui. Bon. Il faut sortir de ce modèle en revalorisant l'image
et la perception que les familles et les élèves ont des métiers techniques et professionnels, qui n'ont rien d'infamant. C'est absurde de dire ça, puisque sans eux, on ne pourrait même pas vivre en société, hein, et qui sont au contraire, qui ont leur noblesse et qui ont aussi des niveaux de difficulté très variables. Et donc, pour ce faire, évidemment, il faut non seulement revoir le système d'orientation, mais surtout, qui est-ce qui oriente en fait? Qui est-ce qui oriente vraiment? Qui est-ce qui oriente le choix des élèves? C'est le professeur. C'est pas le professeur principal seulement ou le conseiller d'orientation psychologue quand il existe. C'est conseil de classe. C'est conseil de classe. Puis c'est les professeurs. Je veux dire, le professeur que vous aimez bien, vous allez le voir pour lui dire, monsieur, j'aimerais bien faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Et le professeur en question n'est pas du tout un professionnel de l'orientation. Il dit ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Voilà. Et comme généralement il ne connaît pas tout, hein, c'est normal. Oui, et souvent il ne connaît que l'école, et l'excellence académique. Donc il a une tendance à considérer que celui qui n'est pas dans la culture scolaire, elle doit en être d'une certaine manière écartée, négativement, en disant va faire des métiers manuels, comme on disait autrefois. Hein. Et donc, je pense qu'il faut sincèrement revenir là-dessus. Et que le seul moyen d'y arriver, au fond, c'est de faire en sorte que les professeurs connaissent la vraie vie. Et que ceux qui rejoignent l'enseignement, sans être passés par la case société civile, qui ne connaissent donc pas ni l'entreprise, ni le commerce, ni ils fassent un stage approfondi, un stage d'immersion, comme on dit, hein, et que toute formation professionnelle du corps enseignant inclut un stage de 3 à 6 mois dans une véritable entreprise, pas dans une administration communale, hein, chez un boulanger, un pâtissier, chez un garagiste, un peintre, j'en sais rien moi, mais qu'il voit. Un bureau d'études, un assureur, enfin... Aussi, mais à tous les niveaux. Il commencera comme opérateur, et puis il montera pas dans la hiérarchie technique, bien sûr, il n'en est pas capable, mais il verra les différents échelons techniques jusqu'au management, et il comprendra ce que c'est que la vraie vie, et ce qu'est la noblesse du métier, enfin de tous les métiers au fond. Il n'y a pas de sots métiers, il n'y a que des sottes gens, comme on disait autrefois. Et donc je pense que ce petit truc de rien du tout, un stage, ça coûte un peu cher, c'est pas grave. On y arrivera, il y a assez d'argent, il y a 88 milliards. On va y trouver. On peut économiser ailleurs. Mais... on va trouver. Serait de nature à changer les représentations du corps enseignant, qui sont très stéréotypées. Hein, et donc aussi les conseils qu'ils donneront aux élèves. Ce qui fait que certains élèves, au lieu de dire je ne suis pas devant maths, j'y vais pas, je vais aller faire un apprentissage, diront je voudrais être, je ne sais pas, vous disiez plombier, électricien, photographe, j'en sais rien. Hein, photographe. Et donc, au contraire, le professeur, l'ayant vu, il a dit mais c'est un très beau métier, voilà ce qu'il faut que tu fasses, et tu iras dans une 4e technologie qui te permettra de faire des stages de découverte et de comprendre déjà les fondamentaux de ce que c'est qu'une profession. C'est ça. Et vous avez aussi le cas de personnes qui veulent changer de carrière, qui vont dans l'enseignement. Ça peut être à 40 ou à 45 ans. Ouais. Le problème, c'est que comme on a aujourd'hui un système de rémunération par grille salariale, ces personnes-là commencent leur carrière comme s'ils avaient 23, 24 ans. Ils perdaient énormément d'argent. Et donc là aussi, si on veut attirer des personnes qui, à 40 ans, se disent tiens, je vais être professeur pendant 5 ans, 10 ans, peut-être jusqu'à la retraite, il faut les rémunérer au niveau où ils sont une carrière de 40 ou 50 ans. Tout à fait. C'est ce que Gilles de Robien, quand il était ministre, il y a longtemps maintenant, 2005-2006, appelait les professeurs associés. Il avait cette idée, parce que lui venait du privé, du monde de l'assurance. À l'université d'ailleurs, ça fonctionne très bien. Tout à fait, ça marche très bien. Hein, et donc, on associe les professeurs pour une durée contractuelle de 2 ans ou un peu plus, mais évidemment, on les paye au niveau où ils étaient payés avant. Sans ça, on va les perdre tout de suite. Hein, celui qui était payé à, 5 600 ou 500 euros par mois comme ingénieur, ou plus, on ne peut pas le mettre à 2100, c'est pas possible. Hein. Donc, il faut faire un effort. Et comme ça, on aura un très bon professeur de mathématiques ou de physique qui passionnera les élèves pour le métier d'ingénieur et qui peut-être suscitera des vocations. Donc, économiquement, la société s'y retrouve largement. Tout à fait. Ce qu'on aura investi budgétairement se retrouvera largement du point de vue économique et du point de vue social après. Donc ça, c'est une chose que nous ferons, puisque manifestement, comme on le disait au tout début de notre conversation, la notion de corps enseignant, de statut particulier du corps enseignant, a du plomb dans l'aile, très sérieusement. Il faut le reconnaître. C'est pas de l'idéologie. C'est un fait. Le modèle est épuisé. Hein, et la preuve, c'est que ça ne marche plus. Hein, plus personne ne veut être muté au fin fond de l'Hexagone, si j'ose dire. Aujourd'hui, les jeunes, curieusement, qui sont pourtant très mobiles, par ailleurs, le tourisme, etc., souhaitent travailler dans un environnement qui leur soit familier. Bien sûr, c'est normal. Ils veulent être là où ils ont leurs amis, là où ils ont éventuellement leur conjoint ou leur futur époux ou épouse. Si vous les prenez, vous allez dans un endroit où ils connaissent personne, ils n'ont pas envie, ce qu'elle se comprend tout à fait. D'accord, exactement. Très bien. Alors, une dernière question, parce que je ne veux pas vous retenir trop longtemps.
vous disiez que vous étiez cofondateur et proviseur Oui. Donc, c'est dans une entreprise plus globale ou c'était complètement... Ah non, en fait, je travaillais dans un collège qui a été fondé en 1985 par des parents et il n'y avait pas de lycée. Donc en 2009, on a décidé de créer le lycée. Voilà, donc c'était une continuité. C'était pas du tout un groupe éducatif, hein, c'était un établissement géré par une association. Et donc voilà, on a créé le lycée. C'est un petit lycée, hein, il y a 2 classes par niveau, donc c'est... Voilà, mais enfin, voilà, ça se défend bien. C'était une excellente expérience parce que j'ai tout découvert. Il a fallu comprendre qu'est-ce qu'il fallait comme normes administratives pour créer un lycée, recruter des professeurs, trouver un bâtiment, trouver l'argent, les fonds. Enfin, c'était une très belle expérience et surtout de dire qu'est-ce qu'on veut pour nos élèves, voilà, et donc quel est notre projet pédagogique, comment on va se différencier des autres et comment on peut bien former nos élèves. Et ça, c'est une question de tous les jours. Ça, c'est une question intéressante parce que c'est la question clé. Quel est l'objet principal, l'objectif, la mission, le sens de l'acte éducatif, pédagogique? C'est ça. Et cette question-là, pour l'instant, les établissements ne se la posent pas puisque l'État pense pour eux. Sauf que, évidemment, d'une certaine manière, l'État s'est dispersé. Je disais tout à l'heure à votre prédécesseur à ce micro que il y a dans le Code de l'éducation 70 priorités. Tout est prioritaire, donc plus rien n'est prioritaire. Chacun a mis sa petite strate. Il y a les écolos qui ont mis du développement durable, il y a les féministes qui ont dit l'égalité homme-femme. Enfin, il y en a plein comme ça. Il ne faut pas manger trop de sucre, il faut avaler des vitamines, faire du sport. Bref, tout ça, c'est très gentil, c'est très bien, tout est beau. Sauf qu'on a perdu le sens de l'essentiel. C'est-à-dire qu'on s'est dispersé, on s'est dilué au fond. Et un établissement sous contrat, je veux dire au sens de charter school, public ou privé, est obligé, quand il définit son projet pédagogique, de se poser cette question-là. Et puis on la défend auprès des parents. Voilà. Et avec les usagers aussi, vous avez raison. C'est ça. Alors, les parents peuvent être parfois un peu intrusifs, mais dans ces cas-là, on leur dit, chacun son nous, métier. ça nous est arrivé de ne pas reprendre d'élèves parce que les parents étaient pénibles. Et on disait, non, c'est normal que vous donniez votre avis, mais après, c'est mon métier, je sais faire. Donc, si vous n'êtes pas content, vous allez ailleurs, il y a suffisamment d'établissements. Voilà. Bon, c'est des cas extrêmement limités, mais ça peut arriver. Mais c'est normal aussi d'écouter les parents. Ils nous confient quand même le bien le plus précieux, c'est leur enfant. La chair de leur chair. Donc c'est normal qu'on en prenne soin. Bien sûr. C'est normal de les connaître, donc de les rencontrer régulièrement. Mais vraiment pour les connaître, pas uniquement pour leur dire votre enfant il est bon, il est nul. Enfin bon. Et de travailler main dans la main. Enfin, là aussi, souvent, il y a une opposition entre parents et professeurs. C'est pas bon. On a les mêmes objectifs. Simplement, on le prend différemment. Il y en a qui font l'éducation à la maison, nous, on fait l'éducation à l'école, ou l'instruction à l'école. Mais notre objectif est le même. On a le même amour, différent, mais le même amour pour les élèves qui nous sont confiés, et on veut leur réussite aussi. Donc, il n'y a pas d'opposition entre les deux. Simplement, on travaille sur des ordres différents. Exactement, on est bien d'accord, parfaitement. Oui, tout à fait. Le but ultime est le même. Exactement. C'est élever un enfant. C'est ça. On est d'accord. Très bien. Cher Monsieur Noé, merci beaucoup pour cet échange. C'était très sympathique, vraiment, très intéressant. Je pense que ça va beaucoup intéresser nos auditeurs. Donc, merci à tous et à très bientôt.